On pourrait penser que devenir infirmier ou infirmière, c'est surtout apprendre des tonnes de choses par cœur. Mais en réalité, c'est tellement plus que ça. C'est un processus complexe, une véritable science pour forger un professionnel complet. Quelqu'un qui est capable de naviguer dans la complexité du choix. Alors, allons-y, plongeons ensemble au cœur de cette pédagogie pour voir comment on construit une telle expertise. Voilà la grande question, n'est-ce pas? Comment on arrive à former quelqu'un pour jongler avec tout ça? En même temps, la technique, l'imprévu et surtout, l'humain. Il ne s'agit pas juste d'accumuler des connaissances, mais bien de savoir les mobiliser. Au bon moment, dans des situations qui sont souvent tendues, stressantes et qui ne se ressemblent jamais. Alors, comment la pédagogie moderne relève-t-elle ce défi immense? C'est ce qu'on va voir. Alors, première étape, forger l'esprit du clinicien. Et oui, tout commence par la tête. Avant de faire le bon geste, il faut avoir la bonne analyse. C'est vraiment la base de tout. Le premier objectif, c'est de développer ce qu'on appelle le raisonnement clinique, c'est-à-dire la capacité à observer, à analyser et à résoudre des problèmes parfois très complexes, directement au chevet du patient. L'idée ici, c'est vraiment de dépasser la simple mémorisation. Fini le temps où on apprenait par cœur des listes de symptômes sans forcément comprendre le pourquoi du comment. Aujourd'hui, on est passé à autre chose, avec des approches qu'on appelle constructivistes. L'idée de base, elle est simple. L'étudiant, ce n'est pas une cruche qu'on remplit de savoir. Non, c'est plutôt un architecte. Il ou elle construit son propre savoir, brique par brique, en partant de problèmes réels, de situations concrètes. Et pour faire ça, il y a une méthode qui est devenue un standard, l'apprentissage par problème, ou l'APP. Alors, comment ça marche concrètement? Imaginez, un petit groupe d'étudiants se retrouve face à un cas patient, un vrai de vrai. Enfin, un cas très réaliste. Première étape, ils se posent et se demandent « Ok, qu'est-ce qu'on sait déjà sur ce sujet ?» C'est le brainstorming. Ensuite, et c'est crucial, ils identifient tout ce qu'ils ne savent pas. C'est là que le vrai travail commence. Chacun part de son côté faire des recherches. Et après, on se retrouve, on partage, on synthétise tout ça pour enfin résoudre le problème. En fait, c'est bien plus que résoudre un cas. C'est un entraînement à apprendre. Et ça, c'est une compétence pour toute la vie. Bon, une fois que l'esprit est bien affûté, il faut que les mains suivent. Un bon raisonnement clinique, c'est essentiel, mais s'il n'est pas suivi du geste juste et précis, ça ne sert pas à grand-chose. On arrive donc à notre deuxième grand pilier, la précision du geste. C'est tout le domaine du savoir-faire technique. Et pour enseigner un geste, surtout un geste technique et complexe, il y a une méthode qui fait vraiment référence, le modèle de Peyton en 4 étapes. Regardez bien, c'est très malin. D'abord, l'expert montre le geste simplement, sans rien dire, juste de l'observation pure. Ensuite, deuxième étape, il le refait, mais cette fois tout doucement en expliquant chaque micro-mouvement. C'est la déconstruction. Et c'est là que ça devient passionnant. Troisième étape, l'étudiant doit expliquer le geste pendant que l'expert le fait. Ça force à verbaliser, à prouver qu'on a compris la logique. Et seulement à la fin, à la 4e étape, l'étudiant prend la main et réalise le geste lui-même tout en l'expliquant à voix haute. On ne se contente pas d'imiter bêtement, on intègre le geste, on le comprend. Et ça change tout pour l'ancrage dans la mémoire. D'accord, mais comment on s'entraîne à gérer un arrêt cardiaque ou une situation de crise super rare? On ne peut pas attendre que ça arrive pour de vrai. C'est justement là que la simulation en santé entre en jeu. C'est une technique géniale qui permet de recréer une situation clinique de A à Z dans un environnement totalement sécurisé. On utilise des mannequins ultra réalistes ou même des acteurs qui jouent le rôle de patients. Ça permet aux étudiants de s'entraîner, de travailler en équipe sous pression et surtout ça leur donne le droit de faire des erreurs. Des erreurs qui ici sont formatrices et qui ne mettront jamais en danger la vie de qui que ce soit. On pourrait croire que le plus important dans la simulation, c'est le scénario lui-même, l'action, l'adrénaline. Mais en fait, non. Le moment le plus crucial, celui où 90% de l'apprentissage se fait, il arrive juste après, une fois que tout est terminé. Ce moment clé, c'est le débriefing. Et attention, ce n'est pas juste une discussion à bâton rompu. C'est un processus très structuré en 3 phases. D'abord, la phase de réaction. Chacun vide son sac, partage ses émotions, son stress. J'ai eu peur, j'étais perdu, c'est essentiel. Ensuite, on passe à l'analyse. Là, avec l'aide d'un formateur, on revient sur les faits, sur ce qui s'est passé, pourquoi on a pris telle ou telle décision. Le tout dans un climat de bienveillance absolue, sans aucun jugement. Et enfin, la synthèse. On se demande, ok, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois? C'est comme ça qu'on transforme une simple expérience en un apprentissage solide, qu'on pourra réutiliser sur le terrain. Voilà, on a parlé de la tête, on a parlé des mains, le savoir-faire, mais il manque une dimension absolument fondamentale du soin. Parce que soigner, c'est d'abord et avant tout une rencontre entre 2 êtres humains. On arrive donc au 3e pilier, peut-être le plus subtil, l'art de la relation. C'est ce qu'on appelle le savoir-être. Ça regroupe tout ce qui touche à la communication, à l'empathie, à l'intelligence émotionnelle.
Et la bonne nouvelle, c'est que ça aussi, ça s'apprend, ça se travaille. Regardons un exemple très concret. Un jeu de rôle où il faut annoncer une mauvaise nouvelle. La différence entre une communication inefficace et une communication efficace saute aux yeux. D'un côté, on a quoi? Du jargon médical incompréhensible, une posture debout loin du patient qui met une barrière, on évite de parler des émotions et on laisse la personne sans solution. De l'autre côté, c'est tout l'inverse. On utilise des mots simples, on s'assoit au même niveau, on regarde la personne. On dit « je vois que c'est difficile pour vous », on valide l'émotion. Et surtout, on propose des pistes, un soutien. Ce sont ces mises en situation qui permettent de transformer un concept abstrait comme l'empathie en une compétence concrète, de l'empathie en action. Alors, une fois qu'on a travaillé la tête, les mains et le cœur, il faut tout assembler. Et ça se passe sur le terrain. On arrive à la 4e grande partie, le stage, le véritable moment de vérité. C'est là que les 3 piliers qu'on vient de voir, l'esprit critique, le geste technique et l'art de la relation, doivent non seulement coexister mais fusionner pour de bon, face à de vrais patients, dans l'imprévu du quotidien. Et en stage, l'apprentissage ne s'arrête jamais, c'est un cycle perpétuel. Le cycle de Kolb l'illustre parfaitement. Ça se passe en 4 temps. D'abord, il y a l'expérience concrète. L'étudiant est face à une situation réelle avec un patient. Ensuite, et c'est là que le tuteur est essentiel, il y a l'observation réflexive. On se pose, on analyse ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce qui m'a surpris? Puis, 3e temps, on fait le lien avec la théorie, les cours, c'est la conceptualisation. Et enfin, fort de cette analyse, on prépare la suite, l'expérimentation active. Ok, la prochaine fois qu'une situation similaire se présente, voilà comment je vais essayer de faire. Et la boucle recommence. C'est ce cycle qui est le vrai moteur de la montée en compétence sur le terrain. Mais pour que cette roue de l'apprentissage tourne correctement, il y a un ingrédient absolument indispensable, le feedback, le retour que fait le tuteur à l'étudiant. Et attention, donner un bon feedback, c'est tout un art. Il doit être spécifique, descriptif. On ne dit pas « c'était bien », mais la façon dont tu as rassuré le patient à ce moment-là était efficace. Il doit être centré sur les actions, pas sur la personne. On ne dit pas « tu es maladroit », mais ce geste-là manquait de précision. Essayons de le décomposer. C'est constructif, ça doit aider à avancer. Et surtout, ce n'est pas un jugement qui tombe du ciel. C'est un véritable dialogue, une conversation qui aide l'étudiant à y voir plus clair et à progresser. Et tout ça, tout ce système pédagogique qu'on vient de décrire, ça mène à un objectif final, qui est parfaitement résumé ici. Former, non pas un simple exécutant, mais un clinicien autonome capable d'apprendre tout au long de sa vie. Voilà, tout est dit. Le but, ce n'est pas de créer des robots qui appliquent des procédures sans réfléchir. Le but, c'est de former des professionnels de santé qui pensent, qui s'adaptent, qui doutent et qui surtout ont les outils pour continuer à apprendre et à s'améliorer pendant les 40 ans de leur carrière. Pour toujours être à la hauteur du soin qu'ils doivent à leurs patients. Finalement, la vraie question n'est pas tant de savoir comment on forme une excellente infirmière ou un excellent infirmier, mais plutôt comment on crée les conditions pour qu'ils et elles le restent tout au long de leur vie.